second film. Mais cette interview est une première pour la Eurozone. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et retracer un peu ton parcours jusqu'à Snowboard? Snowboarder. Oh, snowboarder. Donc je m'appelle Olias Barco. J'ai commencé à faire des courts-métrages très jeune. J'ai eu un petit succès de court-métragiste puisque j'ai eu pas mal de prix, dont un qui est allé à Cannes et qui a eu le prix de la semaine de la critique, le Rider. J'ai eu, après pas mal de chance, je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai travaillé pour des musiciens et pour Ray Charles, Quincy Jones. Donc ça a été un des grands moments. Je suis revenu en France à ce moment-là et on m'a proposé l'idée de faire un film de neige, d'action, de snowboard, qui n'était pas du tout l'esprit dans lequel j'étais dans mes courts-métrages. Mais c'est vrai que je revenais un peu des États-Unis, je ne savais pas trop quelle direction prendre. J'étais un peu perdu à ce moment-là. On me propose ce film, 6 mois de tournage dans les montagnes suisses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas skié. J'avais pas les moyens d'aller skier à ce moment-là. Allons-y, faisons un film de neige et de snowboard. Voilà donc le film Snowboarder qui a été fait à ce moment-là. Retour à la réalité très difficile, puisque le film a un échec critique et un échec en France public. Par contre, c'est un film qui a très très bien marché à l'étranger, qui était un des meilleurs films vendus à l'époque sur le marché international. Mais j'étais condamné ici à Paris et en France pour refaire un autre film, puisque c'était un film très attendu. Et on pensait aller peut-être faire un grand succès de ce film-là. Donc, à ce moment-là, je rencontre aux ateliers d'Equinox, qui étaient des ateliers très intéressants, Stéphane Malandrin, scénariste et aussi réalisateur, qui avait réalisé avec son frère un film qui s'appelle Où est la main de l'homme sans tête, avec Cécile de France. Lui vit en Belgique depuis 10 ans, il me dit à ce moment-là, écoute, viens en Belgique, viens à Bruxelles, c'est quand même beaucoup plus calme, on peut retravailler sur un projet ensemble, mais laisse pas tomber, continue, c'est dommage, allons-y, travaillons ensemble. Il me présente à Vincent Tavier qui est donc producteur, qui est l'acolyte de Benoît Poulvorde dans C'est arrivé près de chez vous, c'était le preneur de son en fait dans C'est arrivé près de chez vous, qui est donc devenu producteur, qui a produit Calbert, qui a produit Altra, qui est un type incroyable, qui est pour moi le dernier punk, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier punk qui existe. Il n'a pas la crête, mais il a l'instinct. Et on a donc travaillé ensemble, avec Virgile Bramley aussi au scénario, Stéphane Malandrin et Vincent Tavier. Je fais Kill Me Please, et je me retrouve face à vous pour votre site. Voilà le parcours en accéléré. L'idée du film au départ? En fait, au départ, je pars d'un postulat, c'est suicide de groupe qu'il y a au Japon. C'est vrai que j'ai toujours été un peu fasciné par le côté peut-être suicidaire des hommes, et encore plus par le côté groupe. Je me suis toujours posé la question de me dire comment qu'on aille se suicider seul. Je peux comprendre, chacun a un moment, peut-être un passage difficile dans sa vie, ou une tristesse qui fait qu'on passe à l'acte, ou alors une souffrance physique. Mais de là, d'organiser des suicides de groupe, comme il peut y avoir au Japon, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable. Donc j'ai un peu enquêté là-dessus. Je me suis aperçu qu'il y avait une vraie fascination des Japonais pour les suicides de masse. Et j'en parle à Virgile Bramley en lui disant, écoute, c'est incroyable, il y a ces suicides de masse qui se font comme ça au Japon, ça m'intéresse, j'aimerais bien travailler sur un sujet avec un peu de recul et d'humour noir, puisque mes courts-métrages étaient déjà dans un esprit un peu humour noir. Et il me dit, écoute, c'est incroyable, parce qu'il y a une clinique qui existe en Suisse, qui s'appelle Dignitas, qui est une clinique qui est autorisée, qui est en fait, le mot clinique est un peu obsolète, puisque c'est plus un endroit qui est plus un appartement d'ailleurs, qui est géré par un médecin, un pseudo-médecin, qui tue en fait, donc qui suicide des gens qui ont soit des souffrances physiques, soit des souffrances morales. Et donc c'est validé et accepté par la Suisse. Donc il me parle de ça, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on puisse autoriser comme ça un endroit où on peut aller mourir en toute dignité, puisque Dignitas paraît quand même invraisemblable. J'enquête là-dessus, et je m'aperçois effectivement qu'il y a un vrai commerce autour de ça. Je trouve ça incroyable, et à partir de là, je me dis, écoute, créons notre clinique. Effectivement, essayons d'extrapoler ce que ça pourrait être, essayons d'anticiper, essayons de créer quelque chose un peu étrange, où on peut boire une coupe de champagne et mourir en baisant une pute.
Voilà, je suis parti de ce postulat-là en me disant, qu'est-ce qui se passerait si tout devenait, tout était maîtrisé, calculé, et tout était orienté d'une certaine façon pour qu'on puisse mourir de la façon dont on veut. Voilà, je trouvais ça hyper glauque en fait. Donc j'ai voulu travailler dessus, mais avec de l'humour, du décalage que j'avais dans mes courts-métrages. Le concept de la mort propre, enfin, je sais pas, derrière ce... Alors ça, c'est en enquêtant, en continuant à chercher, à faire mes recherches avec Stéphane Malandrin, le co-scénariste, on est tombé au Canada sur une enquête qui avait eu lieu, qui était en fait tout le coût à la société d'un mort qui se suicide, enfin d'une personne qui se suicide, le coût à la société et en fait les raisons pour lesquelles ces suicides devaient être encadrés, parce qu'une personne qui se tue, qui se jette sous un train, à partir du moment où il se jette sous un train, bah effectivement ça a un coût pour une société, c'est-à-dire que le train s'arrête, il va s'arrêter longtemps puisqu'il faut qu'on vienne voir le mort, donc il y a la police qui va venir, il y a ce train qui est arrêté, donc il y a beaucoup de gens qui doivent aller travailler, qui ne vont pas aller travailler, donc il y a une répercussion en fait qui s'installe sur des centaines, voire des milliers de gens, puisque à ce moment-là, imaginez-vous par exemple, vous êtes dans un train qui s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté sous une voie, bah, vous ne pouvez pas venir faire cette interview, finalement, donc il y a une interview qui va être reportée, finalement cette interview reportée va avoir des conséquences par rapport à d'autres interviews, peut-être, voilà, enfin bon, tout ça amène des conséquences qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des études faites très précises sur le coût sociétal du suicide. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on arrive à finalement se dire, quelqu'un qui malheureux, qui se jette sous un train, finit par ne plus cotiser à la sécurité sociale, ne plus cotiser pour les retraites, on parle des retraites en ce moment, et ça a un coût, et donc, effectivement, j'en parle dans le film, en fait, et je me dis, effectivement, que peut-être plus tard, les gouvernements, peut-être que M. Sarkozy, à un moment, va créer des cliniques de suicide pour éviter d'avoir un coût sur les retraites, et de se dire que tout ça va être maîtrisé, et bien calculé. Tu pourrais faire ça chez France Télécom. Ouais, bah ouais, non mais on en est là. Est-ce qu'un jour France Télécom va pas créer un service spécial suicide où justement, effectivement, un petit endroit chez France Télécom où on pourra venir se suicider, mais proprement. Un peu comme les shoots assistés. Exactement. À Zurich ou ailleurs, exactement. D'ailleurs, ça se passe souvent en Suisse, hein, tout ce qui est encadré, c'est vrai, hein, il y a un rapport comme ça assez incroyable en Suisse où ils encadrent tout, effectivement. On compte le nombre de seringues, on compte le nombre de morts, donc c'est un peu particulier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un cinéaste expatrié voilà. En fait, je dis que je suis un réfugié culturel. C'est-à-dire qu'effectivement, après Snowboarder, je suis complètement blacklisté, has-been, loser, tous les adjectifs sont passés, et je me retrouve sans métier en fait. Et c'est vrai que passionné par le cinéma depuis mon adolescence, je me retrouve à plus savoir quoi faire. J'ai mon ami Stéphane Malandrin, qui est un ami qui vous veut du bien, lui, et qui me dit, viens à Bruxelles, essayons de créer quelque chose ensemble, essayons de faire un film ensemble. Et donc c'est vrai que je suis parti, déjà les loyers sont beaucoup moins chers qu'à Paris, je ne pouvais plus payer mon loyer ici. Au bout d'un moment, il y a une réalité, hein. Il y a le cinéma et puis il y a une réalité de vie quotidienne. Et donc je me retrouve à Bruxelles, où je trouve cette ville incroyable, je trouve que c'est une ville pour moi où il y a toutes sortes de plateaux de cinéma possibles. Il y a le centre de Bruxelles où vous avez l'impression d'être au Moyen-Âge. Vous avez au-dessus la gare centrale où vous avez l'impression de vous retrouver sous Mussolini pour un film de propagande. Vous allez vers XL où vous êtes à Portobello. Donc, et je me dis, c'est fascinant. J'ai l'impression de retrouver un peu ce que j'avais, vous allez rigoler, mais ce que j'avais vécu en Californie. Donc, j'appelle d'ailleurs ça la Californie du Nord. C'est-à-dire que je me retrouve avec des envies de tourner, artistique créative ou d'un seul coup, et puis une ambiance, et puis toutes sortes de gens. Je parlais de Vincent Tavier tout à l'heure, le producteur du film, qui a récupéré en morceaux aussi les réalisateurs d'Altra, comment il s'appelle, Delépine, et il ne faut pas oublier que Delépine sortait d'un film qui s'appelait Michael Caine contre la World Company, qu'on avait oublié à ce moment-là, et c'est vraiment Vincent Tavier qui a travaillé avec Delépine, et ils ont fait un film incroyable qui s'appelle Altra. Moi, ce film m'a donné envie de me battre, de me dire c'est possible de faire un film à petit budget, c'est possible de prendre une liberté de ton, une liberté d'esprit, c'est pas évident.
de faire un film sur le suicide au départ, arriver avec un sujet pareil, tout le monde me regarde, encore lui, non, non, c'est pas possible. Et ben en Belgique, oui, on peut faire un film sur le suicide, on peut jouer avec les codes, on peut s'amuser, on peut aller très loin. C'est presque un film expérimental, hein. Il n'y a pas eu du tout au départ, on s'est dit avec Vincent Tavier, on s'est dit bon bah faisons ce film, faisons ça entre copains. Alors c'est sûr, les copains c'est Benoît Poelvoorde, c'est Bouli Lennert, c'est Virginie Fira, c'est Aurélien Rocoin. Aurélien Rocoin avec qui j'avais fait un court-métrage qui avait eu le prix à Cannes à l'époque, ça remonte à 15 ans. Donc c'est vraiment des copains de longue date. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, on se dit, faisons ça, essayons. Donc on a très peu d'argent, on a 18 jours de tournage, et on se dit avec Vincent, au pire, on verra ça entre nous le week-end et on rigolera. Voilà, il n'y avait même pas d'idée commerciale au départ, il n'y avait même pas d'idée de... C'était tout l'opposé de ce que j'avais vécu avec Snowboarder, où il y avait des millions d'euros de consommés, et où il fallait ramener des millions d'euros. Là, c'était tout l'inverse. Alors il se fait que le film maintenant sort ici en France, sort bien sûr en Belgique, qui a une envie, en tout cas limitée à ce genre de film. Il ne faut pas non plus penser que ça va être une sortie énorme, mais on est super content, c'est génial. C'est génial. Le concept de Le Parti, donc la boîte de production qui vous a soutenu, aidé, encadré, parce qu'apparemment ils ont c'est un peu leur concept, c'est un peu faire du cinéma à tout prix. Enfin, faire du cinéma pas à tout prix, pas à tout prix. À petit budget. Voilà, c'est faire du cinéma libre. C'est-à-dire que quand je parle avec Vincent Tavier, et si demain vous parlez avec lui, et quand je dis que c'est le dernier punk qui existe, c'est vraiment quelqu'un qui a une forme de pensée, une liberté encore, d'expression, et il fera pas n'importe quel film, mais on est allé le voir avec des millions d'euros pour faire des gros films, qu'il a refusé. Mais on est allé le voir avec des petits films pas chers, qu'il a refusé aussi. C'est juste qu'il a une envie de faire certains films, certains sujets, et avec une certaine liberté, voilà. Et fuck le système, voilà ce qu'il dit tout le temps, à sa façon. C'est un peu naïf de faire ça, mais à sa façon, c'est en faisant ces films qui finalement arrivent aujourd'hui en tout cas à gruger le système, parce que c'est un système dans lequel on est, le système de production cinématographique qui est infernal. Vous imaginez en France faire un film, passer par les chaînes de télévision, passer par les distributeurs, vous passez par toutes sortes de systèmes qui fait qu'à la fin votre film est mal axé, corrigé, alors vous en avez un ou deux qui arrivent à s'échapper de ça, mais la plupart des films se ressemblent. Voilà, on peut critiquer mon film, mais au moins il y a une originalité de ton, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, il y a une proposition. Est-ce que le choix du noir et blanc était par rapport à des contraintes budgétaires ou simplement pour renvoyer c'est arrivé près de chez vous ou parce que c'est une marque de... Non, en fait, c'est une marque de non-moyens. Ouais. C'est-à-dire que non, en fait, les gens pensent effectivement que noir et blanc, Benoît Poelvoorde dans le film fait que non. C'est le noir et blanc d'ailleurs, et l'humour noir n'appartient pas à Benoît Poelvoorde, c'est ce que je dis souvent à Benoît aussi. C'est juste qu'au bout d'un moment, on n'a pas d'argent, ça c'est une réalité. Donc le noir et blanc facilite un tournage en 18 jours, facilite les raccords lumière à l'extérieur, il fait beau, il fait moche, on s'en fout, tout est gris. Les décors intérieurs, nous on a au niveau des décors intérieurs, zéro de budget. On a un chef déco qui est un copain qui vient gratos, mais à la fin, on lui dit budget zéro. Il faut juste que tu bouges un siège ou que tu imagines, peut-être effectivement, on ramène le bureau de ta grand-mère et amène-le. Mais à la fin, on est dans un hôtel, c'est au mois de janvier, donc il nous fait un bon prix. On est là, mais on peut pas ramener un décor. Donc il y a des murs bleus, des murs jaunes, des murs rouges. Si je tourne en couleur, là il y a un vrai problème artistique. Donc c'est vrai que ça lisse. Tout ça, ça permet de tourner rapidement, ça perd les costumes. Si vous voyez les vrais costumes, vous allez rigoler. Les pantalons verts avec les pulls jaunes caca d'œuf et les pulls rouges, enfin, c'est complètement dépareillé. Ou alors c'est un film suédois des années 60. Mais, donc du coup, le noir et blanc lisse tout ça, permet de récupérer une expression un peu intéressante aussi pour ce genre de film. C'est vrai que ça joue là-dessus, mais c'est surtout une question d'économie. Et à l'époque de Star est près de chez vous, c'est pareil. Moi, le sang que vous voyez à un moment quand la tête gicle, quand il se met une balle dans la tête, le sang qui est utilisé, c'est du Nesquik. C'est de l'eau avec du Nesquik. Ça, je peux le jouer en noir et blanc. Là, je peux
rien qu'en couleur, il vous faut 2 heures pour avoir le bon sang, qu'on comprenne, qu'on voit que ça fasse pas trop liquide, pas trop rouge, pas assez rouge. Enfin, c'est une complexité, la couleur, qui amène des paramètres compliqués, puisqu'il y a une réalité. Le noir et blanc lisse tout ça. Donc moi, j'ai avec mon pot de Nesquik et je fais du sang à volonté. Hein. Je fais des effets spéciaux en noir et blanc, que je serais incapable de faire en couleur. Vous avez aussi un incroyable casting dans ce film. Il y a un petit peu des gens qui viennent de tout horizon. Il y a des gens qui travaillent sur le montage, etc. Des producteurs qui sont devant l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, en fait, au départ, donc, on a le postulat du film. On a envie de faire ce film. On se dit, on fera ce film. Peu importe avec qui, on le fera. Après, on ouvre la porte des copains. Voilà. On va faire un bœuf, c'est ce que je dis, un bœuf cinématographique. Voilà, j'ai vu des bœufs musicaux se faire aux États-Unis avec Ray Charles et Quincy Jones, c'était assez incroyable. Là, c'est un peu le même principe, mais au niveau de comédien. On s'est dit, allez, faisons un bœuf cinématographique. Invitons les potes qui viennent chacun avec son instrument, ceux qui ont envie, et qui commencent à jouer la mélodie du bonheur, j'allais dire, mais effectivement leur mélodie. Et en fait, on s'est mis à rêver, on s'est dit, allez, on va inviter Ben, on va inviter Bouli, on va inviter Virginie, qu'on connaissait plus ou moins, soit Vincent Tavier, soit moi, soit Stéphane Malandrin, Aurélien Rocoin, j'avais fait son court-métrage, enfin, il avait joué dans mon court-métrage à l'époque, Virgile Bramley, qui a coécrit le film, était aussi dans le film. Donc on se retrouve finalement à se dire, bon, on va arriver sur Ben, puis si Ben ne peut pas venir, c'est pas grave, on fera venir. Voilà, on s'est dit, chacun est libre de venir ou pas. Et en fait, tout le monde est venu. Tout le monde est venu, passer 3 semaines avec nous. Ben un peu moins longtemps, puisqu'il était en vacances et qu'il est revenu. D'ailleurs, son agent ne savait même pas qu'il revenait pour le film, puisque la problématique, ce ne sont pas les acteurs, mais ce sont les agents. Problématique réelle qui existe, en France en tout cas, c'est les agents qui ne comprennent pas que leur poulain aille jouer dans des films par amitié. Donc de ce point de vue-là, ça a été assez complexe à gérer, parce qu'on se retrouve avec des pouvoirs assez forts, assez obscurs, qui essayent de s'interférer entre leurs acteurs et nous. En train de se dire, bon, les Belges, là, ils commencent à nous fatiguer avec leurs films, parce que c'est pas le premier coup que Vincent Tavier fait. Il y a eu Altra, il y a eu, chaque film que Vincent fait, il appelle ses potes qui rappliquent, puisque il y a une chose qui se passe, c'est que chaque film dans lequel il joue, ils reviennent un peu à la source. Donc il y a une espèce comme ça d'envie de, quand je parle de bœuf cinématographique, c'est un peu ça, de rejouer un peu avec leurs copains, de s'amuser, de repartir après sur d'autres films. Mais il y a cette liberté aussi pour eux qui est incroyable. Il y a Saul Rubinek aussi, l'acteur américain qui est incroyable, qui a joué dans Clint Eastwood, dans Impitoyable. Et c'est vrai que, à partir du moment où eux ont envie de venir, tout se passe bien. Après, la problématique, c'est de gérer les agents. Il y a une scène formidable d'ailleurs entre Saul Rubinek et puis l'histoire du téléphone. Ah oui, extraordinaire. La part d'improvisation dans tout ça? Beaucoup. En fait, j'ai voulu encore une fois partir de l'inverse de ce que j'avais pu faire avec Snowboarder. Je me suis tellement éloigné de Snowboarder et j'ai pris un virage à 360, à 180 plutôt. C'est que je me suis dit que j'avais envie justement de laisser une part belle aux acteurs. Quand je parle de bœuf cinématographique, c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque acteur vient avec son instrument, donc chaque acteur est finalement auteur de ce qu'il a envie de dire. Après, libre à lui de nous faire confiance, en tout cas de faire confiance soit à moi, soit à Vincent Tavier, soit au monteur. Puisque la problématique de l'improvisation, c'est que vous pouvez passer d'un extrême à l'autre et être monté d'une façon ridicule, mais vous pouvez être aussi monté d'une façon incroyable, comme cette scène dont vous parlez. Cette scène qui est improvisée d'ailleurs dans les toilettes complètement. Mais quand vous êtes avec Saul Rubinek, qui a fait le Saturday Night Show aux États-Unis, qui est parmi les acteurs aux États-Unis qui improvisent le mieux. Vous ne pouvez pas passer de ce côté d'un improvisateur né, c'est incroyable. C'est vrai que ça a été plus compliqué avec quelqu'un comme Bouli, qui lui est plus habitué au texte, qui est plus habitué à avoir un scénario. Donc d'un seul coup, il a une crainte, c'est de se trouver par moments ridicule par rapport à ce qu'il pourrait être. Et en fait, dès qu'il s'est mis en rapport au montage, dès qu'il a vu un peu ce qu'on faisait au montage et que c'était loin d'être ridicule, et bien au contraire, là, il a commencé à être en vraie confiance. Et d'un seul coup, il s'est lâché, et d'un seul coup, ça a donné des séquences incroyables. Et c'est vrai que pour moi,
c'est très important d'avoir cette part de liberté. Encore une fois, on parlait de liberté tout à l'heure, mais aussi pour les acteurs, de se lâcher, d'oublier le texte. Il y avait un scénario écrit, mais de travailler vraiment intellectuellement, de s'inventer des mots, de s'inventer des phrases, d'être dialoguiste de leur propre rôle, et d'être comme une troupe en fait d'impro, de théâtre, d'impro, et de travailler. Donc moi j'avais toujours 2 caméras, on a tourné en vidéo. Hein. Il y a du grain parce qu'on a retravaillé derrière le grain en 35 quand on a kinescopé, mais 2 caméras, le chef opérateur cadrait, moi je cadrais, 2 caméras chaque fois, ce qui fait que ça nous permet d'aller très très loin et d'avoir un ton, et au niveau du jeu un truc incroyable qui s'est passé. Oui, oui. Non, parce que ça fonctionne bien. Comme ça fonctionne bien, on sent que les acteurs prennent plaisir, et on prend, nous, personnellement, je ne sais pas ce que vous ont dit les autres, moi je pris du plaisir un peu grâce à ça, parce que les acteurs dans le film, ils sont décalés, complètement. Ah non, ça revient très souvent, c'est qu'il y a une troupe d'acteurs incroyable dans le film, et c'est vrai que c'est eux qui ont créé leur propre rôle, leur propre dialogue, chapeauté par moi, et puis il y avait quand même un scénario à la base, mais voilà, ils ont eu la liberté de s'amuser et de faire un bœuf cinématographique, du free jazz en fait. Kill Me Please est un film qui aborde certains paradoxes. Prenons par exemple le Dr Kruger. Il semblerait qu'il est un peu partagé entre son métier de médecin et puis son business, son humanisme et le fait qu'il faille, parce que c'est un type humain, on sent bien que parfois il est finalement content que son patient n'aille pas jusqu'au bout, mais en même temps il sent bien que pour les caisses de son hôpital, de sa clinique, c'est pas terrible. Et de la même façon, vers la fin, si on peut un peu trahir la fin, les villageois se pointent pour quand même buter des gens qui étaient venus pour se suicider, et à ce moment-là, ils veulent plus mourir. Mais voilà, il y a pas mal de petits paradoxes comme ça dans votre film. On a joué là-dessus pas mal, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un médecin, en fait, qui a un côté humaniste, médecin, j'entends un médecin particulier qui est là pour vous donner la mort, et qui a un côté humaniste. Parce que je pense que il a ces 2 côtés, en fait. Il a ce rapport à la vie et à la mort. Il a ce rapport où, pour lui, il se met dans un instinct où il veut aider, finalement. Quand il permet à quelqu'un de mourir, quand il donne cette fameuse petite fiole à la personne qui est là pour mourir, c'est un acte humaniste pour lui. Il va au bout de son procédé. Maintenant, si quelqu'un, finalement, sort de son programme, sort de cette réalité dans laquelle il est, et que d'un seul coup, ça le rassure, il dit que cette clinique existe, justement, qu'il a le bien et le mal, qu'il a les bons paramètres, qu'il a le bon fonctionnement, qu'il a le bon mode d'emploi, puisqu'il y en a qui sont morts, on le voit au départ, qui se tuent, ou qui tuent, et d'autres qui, à la fin, finalement, veulent vivre. Et tout ça, il y est pour lui, c'est celui qui permet, c'est quelqu'un qui est finalement infernal, Aurélien Roquin, le docteur Kruger dans le rôle. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Dieu, cet homme. Il donne la vie, il laisse la vie ou il donne la mort. C'est finalement quelqu'un qui est machiavélique, mais tout ça dans un côté très humain, justement. Le rapport des villageois, c'est parti d'un rapport, d'un postulat où je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait, qui est une réalité, qu'est-ce qui se passerait si demain cette clinique existerait, et cette clinique dans un côté campagnard, comme ça un peu, je pense qu'elle ne serait pas du tout acceptée. Je pense que cette clinique-là, où il y a effectivement des gens du cru, des paysans qui cultivent la terre, qui cultivent la vie, qui essayent de faire vivre leur terre, leur coin, et d'un seul coup des gens viennent mourir sur leur terre. Je me suis toujours posé la question qu'il y aurait un rapport ambigu. Des gens friqués en plus. Ouais, des gens friqués qui viennent boire du champagne et mourir, c'est comme si ces gens-là venaient pisser sur leur gueule. Et je me suis dit, parce que par moment, dans certaines autres situations, il y a toujours ce rapport, effectivement, de niveau social et autres. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait amusant? Tiens, ces gens-là, à un moment, se disent, ras-le-bol, ils veulent mourir, on va les tuer, ils vont comprendre, et puis on sortira de ça, au moins, la tête haute. Et effectivement, il y a le côté de ces suicidés qui ne veulent pas mourir comme ça. Et c'est là où il y a toute la radicalité du film pour moi. Et c'est là où vous avez tout à fait bien compris ce film.
et j'espère que tout le monde comprendra aussi bien que vous, c'est qu'effectivement, quand on vous permet finalement de mourir de la façon dont vous avez envie, alors vous prenez, c'est-à-dire que vous êtes accueillant face à la mort. Par contre, vous n'avez pas envie qu'on vous impose une mort. Vous n'avez pas envie que cette mort peut être à la fois violente ou dégueulasse ou sauvage. Et le pire dans tout ça, c'est quand les morts finissent par tuer, les suicidés finissent par s'entretuer entre eux. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucun lien de réalité possible et il y a une cassure totale. Chacun cède à mourir finalement. Est-ce que l'on pourrait qualifier votre film de fable d'anticipation résolument noire et qui vire soudainement vers la fin un peu à l'horreur? Alors, oui, film anticipation, je suis tout à fait d'accord. Film noir, oui, mais avec de l'humour. Enfin, j'espère, en tout cas, beaucoup d'humour. Qui tourne à l'horreur à la fin. Moi, je rigole quand je vois cette fin. Ça me fait beaucoup rire. Maintenant, ça fait pas beaucoup rire des gens qui vont être choqués, je pense. Mais voilà, c'est le principe. Je pense que c'est un film radical dans le sens où je sais déjà qu'il y a des gens qui adorent ce film et des gens qui détestent ce film. Mais voilà, c'est le principe de ce film-là, c'est qu'il y a un rapport de complexité avec la mort, la vie, et effectivement où il y a une forte dose de mort quand même dans ce film, du début à la fin. Il y a beaucoup de sang, même si j'explique le sang, c'est du Nesquik, il y a quand même beaucoup de sang. Donc à partir de ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'en veulent de montrer un film comme ça, qui ont un rapport très très ambigu par rapport et face à ça. Puis il y a des gens qui ont souffert aussi de suicide, autour d'eux. Le film est dédié à 2 personnes à la fin, c'est mon petit cousin qui s'est suicidé et une amie très proche qui s'est suicidée cette année. Donc ça, c'est des choses qui me touchent aussi. Maintenant, ce sont pas parce que j'en parle avec humour que je suis insensible à ça. C'est juste que je préfère en parler d'une certaine façon et avec un décalage qui me permet en tout cas d'en parler à ma façon. J'aime beaucoup le dernier plan avec Zazie de Paris devant le château. Où elle chante la Marseillaise. Qui est complètement barré. Ça, elle est incroyable ce plan-là. J'espère que ça va plaire à Sarkozy, ça. Une transsexuelle qui chante la Marseillaise. C'est une des premières transsexuelles, Zazie de Paris. Qui vit à Berlin. Qui vit à Berlin, qui fait du cabaret, qui est incroyable, parce que c'était en fait l'amoureux de Béjart. À l'époque, c'était un danseur de Béjart et qui s'est transformé par amour en femme pour Béjart. Et à partir du moment où il s'est transformé en femme, Béjart n'en a plus voulu. Donc c'est une tristesse incroyable. J'ai envie de faire un film sur ça, en fait, plus tard. Donc effectivement, ce plan à la fin où elle chante elle-même sa Marseillaise est incroyable. Bon, alors donc vous êtes un cinéaste expatrié. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cinéma de genre français et des problèmes, du problème du cinéma de genre français? Alors, ça c'est plutôt critique de le faire parce que je sais pas. C'est juste pour vous demander votre avis. Voilà. Alors mon avis, moi en tant que tel, c'est vrai qu'il y a un problème du cinéma de genre français parce que moi je pars d'un principe qui est un principe de décor. Quand vous êtes dans un pays ou dans une ville comme Paris, où vous avez des décors qui sont là depuis 600 ans, 700 ans, comment vous voulez filmer Prenons le Louvre. Vous avez envie de filmer une scène au Louvre à l'extérieur. Vous filmez un film de genre à ce moment-là. Moi, vous me donnez en visu 600 ans d'histoire derrière. C'est-à-dire qu'il y a un tel passé, il y a un tel poids du décor, il y a un tel poids de toute l'histoire de France, de toute l'histoire, que à la décharge, ou à l'inverse des États-Unis, qui est un pays neuf, qui est un pays qui est radicalement détruit et reconstruit assez rapidement, enfin détruit... j'entends par eux-mêmes, vous voyez, leurs maisons, c'est des maisons qui sont faites pour tenir 100 ans, pas plus. Donc vous pouvez imaginer en tout cas toutes sortes de films, de western, à un moment où il y a un passif qui fait que vous pouvez vous amuser à créer toutes sortes de films, de la série B à la série Z, au genre, qui regroupe le genre. Et puis le summum de ça, c'est Tarantino, qui récupère tous ces genres et qui fait des chefs-d'œuvre. Voilà. Mais dans des contextes et dans des villes et dans des situations bien particulières et propres aux États-Unis. Nous, en France, on a ce fantasme, parce qu'on est bercé par le cinéma américain, donc on a ce fantasme d'arriver à s'accaparer des films de genre. Et Snowboarder, à l'époque, c'était dans l'idée aussi de me dire, tiens, ça sera un film de genre à la française, ou à l'américaine qui devient français.
Mais en fait, c'est là où on se trompe. C'est qu'on peut pas. Moi, si je fais un film à l'époque de snowboard, dans les neiges, dans la neige, à Chamonix, on est à Chamonix parce qu'il y a le Mont Blanc, parce qu'on l'a tellement vu dans un certain contexte, parce qu'on l'a déjà vu d'une certaine façon. Et puis mes acteurs qui reviennent à Paris, que je filme à Paris, on est à Paris, bah oui, c'est la rue de Rivoli, puis c'est le Louvre. Ah oui, tiens, il y a eu la Révolution là, sur la place de la Concorde, ils ont guillotiné quelques têtes couronnées. Bon, voilà, il y a une histoire, il y a un passif, donc, donc il y a une vraie problématique, et je pense que pas mal de réalisateurs sont tombés dans le piège de ce rapport au décor, de ce rapport à l'histoire, et de ce rapport à notre histoire, qui n'est pas notre histoire. On n'a pas eu de cow-boy en Indien, on n'a pas eu de super-héros, on n'a pas eu de... Nous, on a eu effectivement la Révolution, donc on a fait des films sur la Révolution, on a fait des films historiques. On est plutôt bon d'ailleurs dans les films historiques, je trouve. Tavernier en sort un là, le même jour que moi, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est bien. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans des rapports de films historiques, parce que, encore une fois, le décor permet d'aller dans des films historiques. Besson, à un moment, a récupéré effectivement une certaine forme de cinéma, mais il a eu l'intelligence d'aller tourner et se planquer en studio, ou de partir dans des films de science-fiction, tournés en anglais, donc avec un rapport en anglais, anglo-saxon. Mais je pense que c'est très casse-gueule en France de faire des films. Pour moi, c'est pas un film de genre qui me plaise. Pour moi, c'est un film punk. Voilà, je démarrais là-dessus avec Vincent Tavier, mais c'est vrai que pour moi, c'est un film. Je le dis parce que c'est vraiment une marque de fabrique de la partie. Une marque de fabrique parce qu'il vous pousse à aller dans vos retranchements, parce qu'il vous pousse à aller là où vous aimez aller. Quand je parlais de mes courts-métrages qui avaient de l'humour noir, j'avais fait déjà des films dans un esprit comme ça. Mais eux m'ont poussé à aller plus loin là-dessus. Ils m'ont vraiment aidé à aller plus loin. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus un film punk qu'un film de genre. Donc là-dessus, je pense que, en tout cas, j'ai plus du tout envie de partir dans des films de genre ou faire un film de genre. J'ai envie de rester dans des films punk. Et je pense que en France, c'est très très dur et difficile. Et ça aurait été très dur même de faire ce film. Il manque des punks en France. Hein. Oui. Vos influences cinématographiques? J'en ai beaucoup en fait. Alors, ça part. Moi, j'ai des films. Enfin, Lynch. J'adore Lynch. Je suis complètement fanatique de Lynch. Hein, mais ça passe par Scorsese en passant par Woody Allen. Donc, c'est vraiment le moment et l'état dans lequel je suis. Et le moment où je m'assois, et c'est vraiment pour moi, il y a tellement de bons cinéastes. Enfin, en tout cas, bon, là, les cinéastes que je vous cite, ce sont des cinéastes américains. Donc, encore une fois, vous voyez bien le rapport au cinéma américain qu'on peut avoir. Mais je vous citais La Grande Bouffe tout à l'heure. J'ai pas un style de cinéma particulier. J'aime le cinéma de Lynch parce qu'il est radical, parce qu'il est honnête. Je le dis d'ailleurs dans le film, je m'amuse dans le film en parlant d'honnêteté. Vous savez, quand Saul Rubinek dit il faut être honnête, c'est par rapport à ça. Moi, quand j'ai fait Snowboarder, j'étais pas honnête. J'ai fait un film que je serais pas allé voir en salle. J'ai fait un film pour me détendre, mais j'ai pas fait un film que j'avais sincèrement envie de voir. Là, Kill Me Please, j'ai fait un film que j'ai envie d'aller voir en salle, que j'aurais vraiment aimé aller voir en salle. Peut-être j'aurais pas aimé ce film, peut-être j'aurais aimé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'ai fait honnêtement. Et Lynch est quelqu'un qui est radical. J'aime le cinéma radical, j'aime le cinéma qui pousse à réfléchir, qui pousse à aller loin, mais en prenant un moment de plaisir, à savourer ces moments-là. Mais ça n'empêche pas que quand je vois un film de Jonathan Nossiter, Mondovino sur le vin, bah, je trouve ça incroyable. Moi, je pars, j'adore le pinard. Et ben, pendant 2h30, je sais pas, vous avez vu ce film, je voyage avec Mondovino, Jonathan Nossiter. Et je traverse le monde à travers son histoire bacadabrante. Il me file des chiens, il filme du vin. Et c'est complètement incroyable et radical dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Donc c'est plus des prises de position de cinéaste. Et ça peut être dans l'humour, hein, ça peut être dans la communication aussi, hein, que dans des styles particuliers. Parce que je vais vous dire Kubrick, bien sûr. Mais on tombe dans les cinéastes qui reviennent toujours dans chaque interview de chaque réalisateur. Donc c'est plus par moments, des moments où je vais être peut-être un peu plus suicidaire que d'autres, où je vais avoir envie de voir certains films français peut-être. Et puis, mais un réalisateur que j'adore, qui m'a fait vraiment, en français, hein, je parle vraiment avec un cinéma radical au début, c'était François Ozon. Moi, son premier film, j'ai trouvé ça incroyable. Il a osé faire un film complètement jeté, alors qu'en France, il est allé au bout de faire ce film en France. C'était son film, là, son premier film, j'ai oublié le titre. Mais bon, François Ozon, pour moi, c'est
avec la sœur qui couche avec le frère, enfin toute la famille là complètement. Ouais. Et ce film, je trouve radical aussi. Donc voilà, donc il n'y a pas de style particulier, en tout cas je ne m'attache pas à des styles, c'est juste plutôt l'honnêteté et le ton radical que certains réalisateurs peuvent employer pour aller au bout de leur idée, quoi. Et alors parmi tous ces tons radicaux et ces films un peu, est-ce que il y a un moment de cinéma qui vous a donné envie de devenir cinéaste ou quelque chose qui vous a marqué particulièrement? Ouais, moi j'ai été traumatisé par Elephant Man en fait. Elephant Man m'a traumatisé et c'est un film traumatisant. Et j'ai un autre film moi, qui m'a vraiment perturbé et je reste perturbé. Et je me suis un peu inspiré, c'est un grand mot, mais j'ai un peu sur le côté des personnages, c'est Freaks. Tom comment il s'appelle, Browning. Et c'est vrai que je me suis. C'est un film qui me fascine et c'est un film qui me fait peur en fait. C'est un film où je me sens pas à l'aise. Et il n'y a que le cinéma, certains livres peuvent vous amener à ça, mais le cinéma me. Parce qu'il y a l'image, il y a le son, il y a un rapport immédiat dans ce qu'un réalisateur a voulu vous montrer, qui fait que ça perturbe. Et c'est vrai que Freaks, c'est un film qui est perturbant et qui encore aujourd'hui me perturbe. Je l'ai revu récemment avant de faire Kill Me Please. Et c'est vrai que mes personnages, je me suis amusé côté un peu Freaks, mais parce que honnêtement, je me suis pas mal inspiré sur ce rapport-là. Donc oui, voilà des films qui sont, en tout cas Elephant Man, quand je l'ai vu, j'étais adolescent, j'étais complètement traumatisé, quoi. C'est un film pour moi, et j'ai encore l'image de cet homme éléphant en tête, en vous parlant. Voilà. C'est parce que ça transcende le cinéma. On est plus on est complètement dans le. Il y a un autre film en fait là en parlant là auquel je reviens souvent, qui est complètement barré aussi, mais alors c'est Carpenter, c'est comment il s'appelle ce film là, où complètement improbable, mais j'adore ce film où il y a tous ces visages, enfin c'est Los Angeles. Ah oui, c'est je vois tout à fait ce film. Et j'adore parce que souvent dans la vie je me promène dans la rue, c'est Danger Los Angeles. Ouais, je sais plus le titre, c'est tous ces visages qui sont enfin, tous ces humains qui sont pas des humains, qui sont des robots, et il y a cet acteur improbable. Invasion Los Angeles, voilà. Il y a cet acteur improbable, là, musclé, qui découvre que chacun est un robot, que tout est truqué, qu'il y a tous les codes de publicité sont truqués, que tout est pour vous amener au même niveau. Et moi, des fois, je me retrouve dans la vie comme ça, où je me réfère à ce film, où je me dis, mais est-ce qu'effectivement, on ne serait pas finalement dans ce film Invasion Los Angeles. Et donc, ouais, ça me revient parce que c'est pareil, mais quel rapport entre Elephant Man, Freaks et celui-là? Je pense que ce sont des films radicaux et punk. En parlant de Invasion Los Angeles, moi, mon souvenir flippant sur un film du même genre, c'était l'Invasion des profanateurs de Sépulture, l'original. J'ai vu ça quand j'étais gamin. Pareil, trauma. Vos projets à venir, vous en avez déjà? Bah oui, en fait j'en ai un autre là. En fait, j'ai tourné un autre film qui s'appelle, qui est un film un peu cynique sur le monde de l'entreprise en fait, puisque ça se passe dans un restaurant. C'est joué par un acteur qui s'appelle Nicolas Boyce. Ça s'appelle Raconte-moi des salades. C'est un restaurant qui s'appelle Raconte-moi des salades. Et c'est complètement cynique puisque c'est un patron au bord du suicide, au bord des dettes, au bord du rouleau. Et là, je me suis amusé à avoir des comédiens. Donc, c'est joué par un comédien belge, Nicolas Boyce. J'ai Ingrid et Muriel qui sont les actrices qui jouent aussi dans Kill Me Please, qui jouent les infirmières, qui sont les filles des vedettes. Vous savez, c'est une chanteuse groupe belge. Et j'ai mon cuisinier du film qui est un vrai cuisinier. J'ai le plongeur qui est un vrai plongeur et le second de cuisine qui est un vrai second de cuisine. Et j'ai mélangé, donc nouveau bœuf cinématographique, j'ai mélangé ces trois comédiens avec ces trois non-comédiens, et c'est quelque chose d'incroyable qui en est sorti au niveau du jeu aussi, complètement dingue. Et c'est un film assez cynique, mais c'est très très expérimental, parce qu'il n'y a pas du tout de comédiens connus. Là, j'ai vraiment fait ça d'une façon complètement dingue avec tous ces personnages-là. Donc là, je suis en montage de celui-là, et j'ai un autre projet aussi que j'aimerais faire avec les mêmes comédiens que Kill Me Please, qui est plutôt sur le ton de l'humour noir, encore une fois.
sur le rapport au monde associatif et tout ce que ces gens font pour l'Afrique, tout ce qu'ils veulent faire et tout ce qu'ils veulent sauver, tout en essayant de se sauver eux-mêmes et en ayant finalement pas mal d'occasions de foutre le bordel dans ces pays-là, comme ceux qui ont mis le bordel l'année dernière, là, les Français, comment ils s'appellent, ceux qui avaient pris 200 enfants. Là, oui. Je me rappelle plus le nom de l'association, mais... Voilà, donc c'est un film que j'aimerais faire et qui traite un peu de tout ça d'une façon un peu noire et d'humour noir. Et ça s'appelle Dindon sans frontières. Je vous donne un scoop, c'est le prochain titre. Voilà, Dindon sans frontières. Ça serait des productions avec la partie? Oui. Okay. Vous avez trouvé une nouvelle famille? Ah oui, pour moi c'est ma famille. Ah oui, là c'est vraiment ma famille. C'est fou, absolument que vous le rencontrez, Vincent Tavier. Hein. C'est écoutez, vraiment un type incroyable. Hein. Vous allez venir vivre là-bas aussi, hein. Vous allez le rencontrer. Je souhaite à tout le monde d'aller vivre à Bruxelles. Parce que... C'est vrai que j'y suis allé plusieurs fois avant pour le boulot, et c'est vrai qu'il y a une... Enfin voilà, ils sont assez cool. Ouais.